Alors aujourd'hui, on se penche sur un livre vraiment fascinant, Le Code de l'âme de James Hillman. Et ce livre, il part d'une question, une question qu'on s'est sans doute déjà posée. Qu'est-ce qui fait qu'on est qui on est? Hillman, lui, il nous dit d'aller voir plus loin que les réponses habituelles. Il y aurait un mystère, quelque chose de bien plus profond au cœur de nos vies. C'est cette idée qu'on va explorer ensemble. Pour commencer, écoutez bien cette phrase de Vladimir Nabokov. C'est magnifique. Elle parle d'un filigrane complexe, d'un dessin unique en chacun de nous. Et c'est exactement de ça qu'il s'agit. L'idée, c'est que chaque vie aurait son propre motif, un peu comme un code secret. La grande question, c'est comment on fait pour le lire, ce code? Comment on peut voir ce dessin qui, la plupart du temps, reste invisible? Bon, si on demande à la plupart des gens, ou même à la psychologie classique, la réponse est simple, non? C'est la nature et la culture. L'inné et l'acquis. En gros, nos gènes d'un côté, notre éducation et notre environnement de l'autre. Voilà, c'est eux les architectes de qui on est. Ça a l'air logique, ça tient la route. Mais est-ce que c'est vraiment tout? Est-ce que cette explication-là rend vraiment compte des moments un peu bizarres, de ces virages inattendus qui changent une vie entière? Prenez un exemple comme celui d'Ella Fitzgerald. C'est une histoire incroyable. Elle monte sur la scène du mythique Apollo Theatre et son plan, c'était de danser. Tout était prévu pour. Et puis là, à la dernière seconde, au moment de se lancer, quelque chose la pousse à faire tout autre chose. Elle décide de chanter. Et cet instant-là, cette impulsion sortie de nulle part, eh bien ça a changé sa vie. Et ça a changé l'histoire de la musique. Rien que ça. Alors on explique ça comment? Un gène du chant qui s'est réveillé pile à ce moment-là? Ou est-ce que c'était autre chose, une force plus mystérieuse? Eh bien, pour James Hillman, la réponse à cette question, c'est ce qu'il appelle la théorie du gland. C'est une image assez simple en fait. Pensez à un gland. Tout le chêne est déjà contenu à l'intérieur, en potentiel. L'idée, c'est que ce serait pareil pour nous. On arriverait au monde avec une image unique, une sorte de plan de vol pour notre vie. Hillman appelle ça le daimon. Ce n'est pas un démon, hein, attention. C'est plus comme un génie intérieur, une vocation qui nous pousse de l'intérieur à devenir ce qu'on est censé être. Et là, attention, c'est ça qui change tout. Cette théorie, elle mène notre vision habituelle complètement sens dessus-dessous. D'habitude, pour comprendre qui on regarde en arrière, non? On cherche les causes dans notre passé, notre enfance. Mais Hillman, lui, il nous dit arrêtez de regarder dans le rétroviseur. Il nous invite à regarder vers l'avant, vers cette destinée qui nous appelle. La question n'est plus qu'est-ce qui a fait de moi ce que je suis, mais plutôt qu'est-ce que ma vie me demande de devenir. C'est une révolution, en fait. Alors, très bien. Mais concrètement, qu'est-ce que ça change pour nous quand on repense à notre propre parcours? Eh bien, avec cette nouvelle grille de lecture, notre enfance n'est plus juste une liste de blessures ou d'influences familiales. Non, ça devient plutôt une sorte de chasse au trésor, un terrain de jeu rempli d'indices, de petits signes qui pointaient déjà vers notre vocation. Regardez l'histoire du grand torero, Manolete. C'est un cas d'école. Quand il était petit, c'était un enfant hyper craintif, toujours collé au jupon de sa mère. Avec une vision classique, on se dirait « Bon, lui, c'est sûr, il finira pas dans une arène face à un taureau ». On y verrait le début d'une vie plutôt anxieuse, à l'opposé du courage. Mais, et si on regardait ça différemment? Si on lisait son histoire à l'envers? Voilà. La question, c'est de changer de perspective. Et si ce n'était pas un garçon timide? Et s'il était déjà en train de s'entraîner? Et si cette peur, ce n'était pas une simple faiblesse, mais la conscience très, très précoce d'un destin, immense et oui, dangereux? Et cet attachement constant à sa mère, si ça cachait autre chose? Et c'est là que Hillman nous donne la clé. Avec cette phase incroyable, se servait-il déjà de son tablier, de sa jupe comme d'une cape? C'est génial, non? Ça nous force à voir au-delà des apparences. Ce qu'on aurait pris pour une faiblesse, pour de la timidité, c'était peut-être déjà la toute première répétition, totalement inconsciente, du geste qui allait faire de lui une légende. Son daimon, son génie intérieur, était déjà en train de bosser. Cette façon de voir les choses, ça nous amène à un autre point crucial de Hillman, ce qu'il nomme l'illusion parentale. C'est cette tendance qu'on a à tout expliquer par nos parents. Je suis comme ça à cause de mon père, je fais ça à cause de ma mère. C'est pratique, hein, pour le meilleur comme pour le pire, mais Hillman suggère que c'est peut-être aussi une excuse bien confortable. Une façon de ne pas entendre l'appel de notre propre destin, qui est lui beaucoup plus exigeant. Ok, donc il y a cette vocation intérieure, ce daimon. Mais attention, il ne suffit pas qu'il soit là. Pour qu'il puisse vraiment grandir et s'exprimer, il a besoin de quelque chose d'absolument essentiel. Il a besoin d'être vu. Il a besoin d'être reconnu par quelqu'un d'autre.
Le processus est assez fascinant en fait. D'abord, il y a une impulsion qui vient de l'intérieur, c'est le début de tout. Mais ensuite, et c'est là que ça devient magique, il faut qu'un menteur, quelqu'un, perçoive ce potentiel. Et c'est seulement après ce regard extérieur que la vocation peut vraiment prendre sa place dans le monde, devenir réelle. C'est cette interaction entre l'intérieur et l'extérieur qui est clé. C'est le regard de l'autre qui ancre l'appel dans la réalité. Revenons à Manolette. Son mentor, José Flores Camara, il a fait exactement ça. Il n'a pas vu un gamin peureux, non. Il a vu au-delà, comme dit Hillman. Il a vu le courage incroyable, la technique qui était déjà là, en germe. Bref, il a vu le héros avant même qu'il n'existe. Et ce regard a été le déclencheur. C'est comme s'il avait donné la permission au démono de Manolette de sortir et de prendre toute sa place. C'est une idée forte. Pour exister pleinement, il faut d'abord être vu. Bon, maintenant qu'on a toutes ces idées en tête, la question c'est qu'est-ce qu'on en fait? Comment est-ce que ça peut changer notre façon de voir notre propre vie? En d'autres termes, comment est-ce qu'on fait, nous, pour écouter notre propre gland? Si on devait résumer les grandes leçons de cette théorie, voilà ce que ça donnerait. Premièrement, chaque vie a vraiment un motif qui lui est propre. Deuxièmement, les bizarreries de notre enfance, ces trucs qu'on voyait comme des problèmes, c'est peut-être en fait les tout premiers chuchotements de notre vocation. Troisièmement, on est guidé par bien plus que notre éducation. Quatrièmement, pour que cette étincelle en nous puisse grandir, elle a besoin d'être vue par quelqu'un. Et enfin, le plus important peut-être, le but du jeu, ce n'est pas tant de réussir, mais de rester fidèle à son propre caractère. Au fond, cette théorie, c'est presque une manière de se réconcilier avec soi-même. Ça nous donne la permission de regarder notre histoire différemment, de trouver de la valeur là où on ne voyait peut-être que des défauts ou des faiblesses. C'est une invitation à enfin voir la beauté de notre propre filigrane complexe, pour reprendre les mots de Nabokov du début. Ce dessin unique qui fait qu'on est qui on est. Et tout ça, ça nous laisse sur une dernière question. Une question essentielle. Si on prend un moment pour faire taire le bruit de tous les jours, les attentes des autres, les explications un peu trop faciles, si on écoute vraiment, quelle est cette petite voix ou cette image qui revient tout le temps? Quel est cet appel secret qui se cache tout au fond, au centre de notre vie?